pas faire plus long, je vais d'abord appeler Christophe Ramu, qui va nous présenter, alors je pense assez succinctement, le site d'ITER, mais on est obligé de comprendre un peu ce dont on parle évidemment en termes de site, et qui nous exprimera, autant qu'il peut le faire, quelques besoins, quelques enjeux en matière de sûreté notamment. Voilà, Christophe Ramu, qui est donc chef de la division Health, Security and Safety. Merci, bonjour. Donc je vais essayer de me contraindre à 2 exercices. Le premier est de vous présenter ITER et le deuxième d'essayer d'exprimer quels sont nos besoins, sachant qu'on est sur un projet de recherche et on a encore quelques années de construction. Donc je vais essayer d'avoir cet exercice-là. Je ne sais pas si la présentation arrive par contre. Voilà, ok. Donc ITER est d'abord une organisation internationale donc, qui est localisée pas très loin d'ici, à 40 km au nord d'Aix-en-Provence. Cette organisation internationale, elle comprend 7 partenaires. Ces 7 partenaires, vous avez les drapeaux, si on part de la droite, vous avez la Chine, l'Europe, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis. Donc c'est une idée qui est née en 85 entre 2 messieurs qui s'appelaient Reagan et Gorbatchev, qui ont émis l'idée de pouvoir collaborer ensemble sur une nouvelle source d'énergie qui se servirait de la fusion pour être une source qui soit, alors je vais faire des raccourcis parce que on va pas pouvoir s'étendre, mais qui soit beaucoup plus sûre que les centrales de fission que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'on travaillera sur un plasma, et qui ne produisent pas de déchets. Notamment de déchets haute activité vie longue. Donc vous voyez, le vrai challenge est là, c'est produire massivement de l'énergie pour des populations dans un monde dans lequel nous sommes toujours en demande croissante. Les premiers coups de pioche ont été mis en 2007. Voilà l'équipe actuelle du projet. Donc on a aujourd'hui autour de 700 employés directs. Donc on a le statut d'une organisation internationale, ce qui est une particularité. Donc on peut être assimilé, je dirais, à une ambassade par le territoire qu'on occupe, donc sur les 180 hectares qui bordent Saint-Paul-et-Durance. Mais on a un accord avec le gouvernement français pour respecter tout un tas de règles, notamment celles sur la protection du travailleur, donc la santé et sécurité au travail, et la protection contre les actes de malveillance. Donc c'est ce qui va plus nous concerner aujourd'hui. Donc 650 employés directs, 650 sous-traitants à peu près, et 900 ouvriers qui vont construire les 47 bâtiments qui vont occuper la plateforme de 50 hectares, la plateforme centrale. Donc on est aujourd'hui constitué de 70% d'Européens et on est entre 4 et 9% des autres nationalités. Ça ne marche pas. Oui. Voilà. Donc, ce qui est intéressant au travers des besoins de sécurité qu'on aurait, donc je vous ai dit que c'était, on construit aujourd'hui 47 bâtiments. Vous avez un état des lieux d'il y a quelques semaines. Donc cet état des lieux, il fait apparaître des bâtiments qui sont déjà terminés, dans lesquels on va avoir des activités, qui sont les bâtiments que vous voyez au fond avec un liseré rouge. C'est un bâtiment, pour vous donner une échelle, qui fait 250 mètres de long. Où on va assembler les anneaux pour constituer le champ magnétique. On a des travaux de BTP lourds. On a un siège d'une organisation internationale. Donc le siège de l'organisation internationale, il est ici. Hein, et c'est ce bâtiment-là qui fait 250 mètres de long, où on a des chercheurs qui sont en activité. Et on a des bâtiments qui sont en cours de finalisation. Donc ce siège-là, en fait, il faut le protéger aujourd'hui. Voilà, j'ai des soucis avec la présentation, je suis désolé. Donc il faut le protéger aujourd'hui et on a un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est dans 10 ans. C'est-à-dire que le premier plasma non nucléaire, donc sans matériaux radioactifs, sera effectif dans 10 ans. Donc aujourd'hui, on est en train de constituer notre feuille de route pour protéger, alors sachant qu'on est déjà une installation nucléaire. Même si ce n'est pas évident sur la diapositive que vous voyez, ce n'est pas évident qu'on soit un opérateur nucléaire, mais on est déjà un opérateur nucléaire sans matière. Voilà. Donc ça nous contraint à tout un tas de mesures à mettre en place et à envisager d'ores et déjà aujourd'hui quel serait le schéma que l'on imagine dans 10 ans concernant la sécurité du site, donc la lutte contre les actes de malveillance, avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. Il faudrait peut-être arrêter l'automatisme, je ne sais pas si on veut le faire.
en sortant de la projection. Donc il faut imaginer que dès aujourd'hui, on a une feuille de route qui va constituer la protection du site. Donc on doit la protéger avec ce qu'on a aujourd'hui à protéger, donc principalement des actes de malveillance bien sûr, mais aussi des actes plus traditionnels de vol. Donc on doit s'organiser, donc on a déjà des éléments périphériques qui nous permettent de faire une détection, on a déjà des services de sécurité, de gardiennage, de pompiers, pour protéger le site dans l'état où il est. Et on doit envisager demain la mise en place et l'acceptation de matériaux nucléaires. Donc on doit construire, aujourd'hui par exemple, en équipement terminaux, on a d'ores et déjà du contrôle d'accès, on a d'ores et déjà des caméras, on va mettre en place de la biométrie dans le futur. Donc vous voyez qu'on explore l'ensemble du champ possible du matériel sécurité. Alors on peut être quelquefois, moi je suis assez fanat de l'innovation et parce que c'est ce que demain on va pouvoir retrouver en standard sur nos équipements. Donc ce sont des signaux qui peuvent apparaître faibles au départ, mais qui vont répondre à des besoins. Alors aujourd'hui, on est tiraillés, hein, nous responsables sécurité, entre l'actualité, à laquelle il faut répondre, hein, puisqu'elle est prégnante, l'actualité, mais également avec un essai d'avoir une vision à plus long terme de ce que doit être le niveau de sécurité que l'on attend de nous en tant qu'opérateur. Donc on a tout un tas de demandes. Alors en plus sur une population qui est assez exogène, hein, puisque vous avez vu que les 7 nationalités allant de la Chine aux États-Unis ont des visions. Alors, on en discutait tout à l'heure. Hein, la vision que l'on a nous Français de la sécurité, on n'en a pas la même définition. Et on a pris 5 minutes tout à l'heure pour recadrer ce qu'on mettait derrière safety. Alors c'est plus facile en français, hein. En anglais, pardon. Safety, security, mais en français vous dites sécurité. Qu'est-ce qu'on y met derrière? C'est assez compliqué. Donc je vous laisse imaginer quelquefois les discussions qu'on peut avoir avec d'autres populations, d'autres nationalités. Donc voilà, donc aujourd'hui la problématique est là, c'est qu'on a une population de chercheurs de haut niveau, puisque ces chercheurs de haut niveau, c'est normalement les meilleurs dans leur domaine. Hein. Souvent on entend parler ITER, un projet de fusion, et on n'a pas idée que des centrales de fusion, on en a qui fonctionnent, des réacteurs de fusion de recherche, on a des réacteurs qui fonctionnent depuis les années 50 quand même. Hein. Donc l'ensemble des nationalités qui sont membres du projet ont au moins un réacteur de fusion qui fonctionne. Le but d'ITER, c'est faire des réactions qui vont durer longtemps et qui vont produire assez d'énergie pour être rentables. Donc vous comprenez bien qu'on a une population de chercheurs qu'il va falloir protéger, qu'il va falloir accoutumer au risque, mais on va avoir également des populations d'ouvriers, de cadres. Donc vous voyez la problématique de sécurité vis-à-vis de ces gens-là et vis-à-vis du niveau de sécurité qu'on exige, elle doit être homogène sur un site, puisque on est sur un site qui est quand même dans son emprise de 180 hectares communs, mais avec des zones ou des sous-zones qu'il va falloir qu'on identifie. Et donc on est bien sur les problématiques de définition, des systèmes de contrôle d'accès, de la biométrie dans le futur. Vous savez, on a par exemple un petit exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, on avait déjà une société qui voulait nous proposer de mettre en place de la biométrie. Bon, et là, l'analyse de risque, elle est au vent d'avouer. La biométrie, on en voudra plus tard, quand on aura quelque chose de plus important à protéger. Aujourd'hui, la biométrie pour l'ensemble des ouvriers du chantier, voilà, vous voyez que des fois on peut être tenté d'avoir des projets la biométrie, on est tous tentés d'y aller, puisqu'en plus on nous fournissait du matériel qui permettait à une seule passe de photo de faire l'ensemble des relevés biométriques. Bon, il faut aussi que ça colle aux besoins du moment. Mais le besoin va grandir, puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est 700 salariés, on a 900 ouvriers sur le chantier, on va monter au pic d'activité à 2500 ouvriers sur le chantier. Voilà. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'arrive à m'arrêter sur cette diapo. Cette diapo, c'est le cœur du réacteur. C'est un bâtiment qui va faire 366 000 tonnes, qui doit résister au séisme paléolithique majeur, et qu'on est en train de construire. Donc là, on est descendu à moins 20 mètres et on va monter à plus 40. Et aujourd'hui, on en est à définir, vous voyez, ça c'est que le complexe qu'on appelle tokamak, qui est le réacteur. On en est à analyser porte par porte quel est le niveau de sécurité qu'on va exiger sur ce complexe-là. Donc la problématique est assez intéressante, je dirais. Donc on est en train de couler les niveaux de sous-sol, les niveaux de sous-sol du bâtiment réacteur.
Le bâtiment d'assemblage que vous voyez, alors si vous passez dans la région, vous ne pouvez pas le rater, hein, si vous passez sur l'autoroute, que ce soit de jour ou de nuit, je pense qu'on ne peut plus le rater maintenant, ce hall d'assemblage. On ne voit que ça. Il est constitué de 6000 m² de surface à protéger. On a à côté, vous voyez, là on passe vraiment du BTP lourd à quasiment une salle blanche. Vous voyez, c'est un peu ce qui fait la difficulté en termes de sûreté aussi, c'est que dans un site qui est... Alors c'est grand, hein, 180 hectares, mais une plateforme de 50 hectares où on a une cinquantaine de bâtiments, c'est tout de suite plus contraint. Et quand on voit la différence en 10 mètres entre les exigences qu'on va avoir en termes très, très traditionnels, mais aussi de sûreté ou de sécurité, ben, il va falloir qu'on s'adapte. Voilà, donc là, c'est un bâtiment qui est fini également, puisqu'on construit le plus gros frigo du monde, 30 mètres par 30 mètres. C'est des Indiens qui l'ont construit et on le réassemble sur ITER. Voilà, donc c'était pour vous donner une image du chantier actuel. On construit également une usine à froid qui sera la plus grande du monde. Donc vous voyez qu'en fait on est sur différents niveaux et on a des bâtiments finis pour protéger des constituants qui arrivent, puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le projet, chaque membre ne fait pas un chèque, mais amène les composants du réacteur. Donc on a 1 million de pièces à recevoir. Ces 1 million de pièces, au début on avait imaginé dans les rêves les plus fous que les composants allaient arriver, allaient être tout de suite intégrés et allaient être positionnés. Donc là, en fait, aujourd'hui, on est dans la réalité du terrain. On a des composants qui arrivent, qui quelquefois coûtent très cher, qu'il faut sécuriser. Et pour les sécuriser, on construit des entrepôts. Alors ce sont des entrepôts de 10 000 m². On vient nous voir avec des problématiques très simples. Hein. C'est que ces composants arrivent. Il faut qu'on mette en place les mesures. Alors des mesures sur des choses qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit c'est relativement facile sur le marché de protéger un entrepôt, hein, en mettant du périmétrique, du périphérique, des choses à l'intérieur, du contrôle d'accès. Mais quelquefois aussi, on arrive, on nous dit tiens, on a des composants soit qui ne rentrent pas dedans, soit on n'a plus de place. Quelle solution on peut envisager? Là, on rentre sur des choses un peu plus exogènes. Et quelquefois, les composants, ils sont eux-mêmes très spécifiques à protéger. Donc là, vraiment, on peut être dans l'innovation sur comment protéger des composants et comment les interfacer avec des composants de sécurité qui sont déjà là. Et du coup, vous gérez comment ce moment-là? Quand ça n'existe pas, vous avez besoin d'innover sur un sujet en particulier? Alors, c'est là que la problématique est intéressante, c'est que souvent on se retrouve un petit peu, comme tout manager, un peu seul devant la feuille. La feuille, et c'est en ça que je dis que j'ai tout intérêt à rencontrer les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que le besoin n'est pas prégnant, mais on se retrouve dans des situations où il faut que alors c'est pas dans la rapidité la plus absolue, mais il faut qu'on ait des réponses, car même sur des problématiques où vous êtes le sachant et on vient vous soumettre quelquefois des problématiques qu'il faut résoudre dans le mois ou dans les 2 mois, dans les 3 mois. Donc déployer du matériel, soit qu'on peut redéployer ailleurs, ne pas se tromper dans l'achat, parce que ça c'est aussi intéressant de répondre à une problématique qui aujourd'hui est peut-être la protection d'un composant à proximité immédiate d'un élément de clôture par exemple qui existe, mais demain pourquoi pas le transposer, l'amener ailleurs, quoi. Et vous me disiez entre midi et deux que vous avez une capacité à ne pas faire systématiquement des appels d'offres selon les sujets et à shortlister les entreprises qui peuvent répondre à... Notamment dans le domaine de la sécurité. Dans le domaine de la sécurité et la sûreté, j'ai la latitude d'identifier les sociétés qui peuvent répondre. Donc ça c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est bien quand on connaît les entreprises, c'est moins bien quand on n'en a pas une idée. Et c'est d'autant plus difficile de créer un cahier des charges sur des composants qui sortent un peu du traditionnel. Mais effectivement, on a cette latitude-là, même sur des marchés... Du coup, ce cahier des charges, il peut s'écrire à deux mains, si je puis dire, ou c'est... On l'écrit à 2 mains, mais on peut l'écrire à plusieurs mains, oui. Ouais. Là, aujourd'hui, on essaye de regrouper en interne des ingénieurs de design, d'intégration, des utilisateurs finaux, mais effectivement, nous, on a besoin également d'avoir cette veille sur le marché, sur l'innovation, pour que ce qu'on écrive puisse correspondre aux besoins et à la réponse que peuvent faire les entreprises. Écrire un cahier des charges où personne ne pourra répondre, on perd tout du temps. Voilà.
Donc voilà à peu près l'évolution du chantier. Hein. Donc on montera 2000 personnes en fin d'année. Alors avec d'autres problématiques, hein, mais voilà. J'ai essayé d'être assez synthétique sur le projet. Voilà. D'accord, non mais je vous remercie, c'est parfait comme ça. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite et puis ensuite on prendra quelques questions si vous voulez bien. Merci. Merci beaucoup.